Le thème d'aujourd'hui, c'est de parler d'intelligence artificielle et d'intelligence émotionnelle. Et pourquoi je pense que les deux sont intimement corrélés de ma perception. À nouveau, je vous rappelle, notre philosophie chez Clever Connect, c'est euh, je ne suis pas et nous ne sommes pas, parce que je suis pas, enfin voilà, on travaille ensemble en équipe sur ces webinars. Nous ne sommes pas les grands gourous du recrutement qui prétendons tout faire parfaitement et tout savoir. Voilà, on se creuse la tête, on réfléchit, on travaille avec des scientifiques sur certains sujets, nos équipes, on regarde aussi la littérature, on s'intéresse beaucoup et on essaie de retranscrire ce que nous, on comprend, notre vision de l'évolution voilà, des technologies, du marché, et on vous la partage, mais vous avez évidemment le droit de ne pas être d'accord. OK? Alors, je vais du coup recommencer par la notion d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est et surtout selon nous et selon moi, vers quoi ça mène? Euh, alors, hop. Bon, je vous passe la présentation du groupe, on pourra le refaire après, mais voilà, le but n'est pas de faire quelque chose de commercial. Alors, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plein de définitions, mais une définition qui est relativement simple, c'est la discipline informatique qui vise à rendre les machines intelligentes. Ok, tout simplement. Donc, c'est la discipline informatique qui vise aussi à essayer de reproduire certaines fonctionnalités du cerveau. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous, on l'exprime. Quand on creuse dans la notion d'intelligence artificielle, et cette dichotomie, cette distinction est, à mon sens, extrêmement importante. On distingue deux types d'intelligence artificielle. D'accord? Il faut enfin, c'est important de comprendre cette distinction. On parle d'un côté d'IA faible et de l'autre côté d'IA forte. Ok? Aujourd'hui, n'existe sur Terre, enfin, disponible que de l'IA faible. D'accord? L'IA forte, c'est plutôt quelque chose dont on rêve, dont on fantasme ou dont on a peur, d'accord? Ce que vous pouvez retrouver dans des films, voilà, ou des séries qui sont un peu projectives, mais aujourd'hui, ça n'existe pas. La distinction principale entre l'IA faible et l'IA forte, c'est que euh, l'IA forte est une intelligence, enfin, l'IA faible est une intelligence dite non sensible, d'accord? C'est-à-dire qu'elle n'intègre pas la notion d'émotion, de sentiment, d'opinion dans son analyse, dans les résultats qu'elle produit, d'accord? C'est une réflexion, ce sont des analyses qui sont purement rationnelles, qui sont mathématiques, qui sont algorithmiques, d'accord? C'est le fruit d'algorithmes, d'accord? De calcul. Et donc, on oppose l'IA faible à l'IA forte. L'IA forte, ça serait une IA qui serait, comme l'est capable de le faire l'humain, de pondérer le rationnel par l'irrationnel, d'intégrer aussi la notion d'émotion, de sentiment dans sa prise de réflexion, comme on le fait nous tous les jours en tant qu'humains. Il y a les faits, mais on les pondère par du ressenti, du feeling, de l'émotion, du contexte, voilà. Et on sait très bien que dans nos interactions sociales en entreprise, la même information, mais dans des contextes avec des personnes différentes, sera traitée différemment. Voilà. Aujourd'hui, la machine n'est pas en capacité de faire ça. Elle est purement, voilà, elle est non sensible. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'IA faible. Et quand on parle d'IA forte, ça serait vraiment une intelligence artificielle qui aurait conscience d'elle-même, avoir la conscience de soi, conscience des émotions, conscience d'exister. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement la machine est capable de faire énormément de choses, de calculer beaucoup, mais sera-t-elle un jour capable d'intégrer la notion d'émotion dans sa réflexion? Ça, c'est point d'interrogation, on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire si ça arrivera. Ça divise d'ailleurs la communauté scientifique. En tout cas, pour y arriver, ça voudrait dire qu'on devrait être capable de transformer une émotion en formule mathématique, en algorithme. Est-ce qu'on sera capable d'algoriser un sentiment demain? Je ne sais pas. Certains pensent que oui, d'autres que non, qu'on arrivera à s'y approcher. En tout cas, l'information à retenir sur ça, c'est qu'aujourd'hui, le plus gros challenge pour la machine, c'est la capacité à intégrer des émotions, d'accord, des sentiments. Voilà. Ce qui est extrêmement facile, enfin, extrêmement facile, en tout cas, ce qui est accessible assez naturellement aux humains. Maintenant, voilà, c'était une petite introduction à l'intelligence artificielle et à cette dichotomie qu'on peut faire. Maintenant, si on zoome dans la notion d'intelligence artificielle et qu'on veut la rapprocher de l'emploi, il y a deux éléments que j'ai envie de partager avec vous. Le premier, on estime que moins de 5% des emplois peuvent être automatisés à 100%. D'accord? Donc, il y a finalement en pourcentage très peu d'emplois, très peu de qu'on pourrait remplacer, substituer entièrement par une machine.
Donc, il y a deux lectures. Soit vous regardez le chiffre en disant 5%, c'est faible. C'est vrai, 5%, c'est faible en pourcentage. Maintenant, si vous ramenez ça à la population active française ou mondiale, dans le monde, je crois qu'il y a 2,2 milliards d'actifs. Donc, 5% de ça, ça fait, je sais pas, 120, 130 millions de personnes. C'est beaucoup. Et même en France, 5% de 30 millions d'actifs, ça représente 1,5 million de personnes. Donc, c'est significatif. Donc, ça, c'est le premier point pour essayer d'avoir des ordres de grandeur. Le deuxième, c'est qu'on estime qu'on pourrait automatiser au moins 30% des tâches dans 60% des métiers, des emplois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, il est un peu faux de dire que l'intelligence artificielle, la machine, va remplacer des métiers. Elle va plutôt remplacer des tâches. Et tous les métiers représentent une succession de tâches, plus ou moins nombreuses, plus ou moins complexes. Et donc, juste la machine va venir, pour la grande majorité des gens, juste remplacer dans leur métier quelques tâches, 10, 20, 30, 40%. Mais pour peu de monde, finalement, elle va venir se substituer entièrement. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on appelle la naissance du couple homme-machine et qu'on estime, en tout cas les études qui sont menées sur le sujet, estiment que le challenge, ça sera de réussir plutôt à former ce couple homme-machine et de travailler main dans la main en disant bah, quelle tâche j'abandonne à la machine parce qu'elle est capable de le faire mieux que moi et quelle tâche je conserve parce que je suis capable de les faire mieux que la machine. Et là, la réponse à cette question vient de la distinction qu'on a fait un peu plus tôt en amont qui me semble intéressante, c'est la notion de capital humain et de soft skills. C'est-à-dire que toute la beauté du modèle, c'est que c'est justement le fait qu'on soit humain, notre singularité humaine, qui nous donne un avantage compétitif sur la machine, puisque c'est notre capacité, justement, à éprouver des émotions, des sentiments, à pondérer le rationnel par l'irrationnel, qui nous donne un avantage compétitif sur la machine. Voilà. Et qui fait que sur cette partie-là, on sera très difficilement remplaçable. D'accord ? Et donc, notre capacité en tant qu'humain, donc alors, il y a différents noms, on appelle ça le capital humain, on appelle ça les soft skills, mais notre capacité à faire preuve de leadership, notre capacité à faire preuve de créativité, notre capacité à enseigner, à former, à encourager, à sanctionner, voilà. Ce sont un ensemble de champs, d'applications, enfin de compétences qui sont a priori extrêmement difficiles à écrire pour une machine et c'est probablement les dernières compétences qu'elle aura. Et donc, ça sera le champ qui restera en tout cas du domaine de l'humain le plus longtemps, probablement, enfin sur la plus longue période. Okay. Et donc, pourquoi, du coup, le lien entre intelligence artificielle et intelligence émotionnelle, c'est que je pense que l'émergence de l'intelligence artificielle met plus que jamais en lumière l'importance du capital humain et des soft skills. Okay. Alors, d'autant plus, et je rajoute un élément qui est important, d'autant plus que la durée de vie d'une compétence, hard skills, d'accord ? En 1980, on estimait que c'était 30 ans. Donc, vous aviez une compétence, vous pouviez l'exploiter pendant 30 ans, avant qu'elle soit ce qu'on appelle, pas périmée, mais le terme ne me revient plus, mais voilà. Aujourd'hui, en 2020, on estime que la durée de vie d'une compétence, c'est 5 ans. Okay. Et donc, ça rend évidemment assez logiquement les hard skills ont du coup une pondération en termes de valeur un peu moins importante puisque cette compétence, quand on ne l'a que pour une durée de 5 ans et ensuite il va falloir se reformer parce que tout change tellement vite que la compétence sera obsolète. C'est le terme que je cherche. Alors, évidemment, les hard skills, ça regroupe un champ extrêmement important de compétences qu'on appelle les compétences douces, d'autres les appellent les qualités relationnelles, les capacités comportementales. Voilà. Et évidemment, en fonction des métiers, on va rechercher des soft skills différentes, souvent. Exemple, pour un vendeur en magasin, on va chercher plutôt des soft skills dans le champ de la communication, par exemple, de l'empathie, de la persuasion et peut-être moins de la créativité. Je ne dis pas que la notion de créativité n'est pas importante, est insignifiante pour un vendeur, mais ce n'est peut-être pas la soft skills qu'on va rechercher en priorité. D'accord ? Dans ces soft skills, il y a néanmoins tout un champ. D'accord ? Donc, vous avez les soft skills qui représentent une grande bulle. À l'intérieur de cette bulle, vous en avez une qui est assez intéressante parce qu'elle est transverse à énormément de métiers. Okay. Ce groupe de soft skills, on va l'appeler le quotient émotionnel. D'accord ? Alors, la notion de quotient émotionnel, elle a été développée et popularisée par un psychologue américain, d'accord, qui a dans les années 1900, qui est né en 1950, il a 75 ans aujourd'hui à peu près, qui s'appelle Daniel Goleman, d'accord. Et pour lui,
Le quotient émotionnel tourne autour de 4 à 5 grands piliers, hein. Parfois on dit 4, parfois on dit 5. Je vous propose de découvrir ces piliers ensemble qui me semblent extrêmement intéressants. On a un pilier qui est la conscience de soi, un autre pilier qui est la maîtrise de soi. Ensuite, on a la motivation, d'ailleurs plus précisément l'automotivation, l'empathie et les aptitudes sociales. Je vous propose qu'on zoome ensemble un petit peu sur ce, ce pan des soft skills qui est l'intelligence émotionnelle. Le premier point, c'est la conscience de soi. Donc, c'est très important. Goldman distingue toujours deux catégories. C'est est-ce que j'ai conscience, c'est ce qu'il appelle l'awareness, avoir conscience d'eux. Et ensuite, c'est la partie management, comment je le gère ensuite. Et donc, vous le verrez, dans son prérequis, il faut d'abord être capable d'identifier soit ses émotions, soit celles des autres. Donc là, la conscience de soi, c'est est-ce que je suis capable aujourd'hui d'identifier mes émotions? Est-ce que je sais dire, tiens, là, je ressens, est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est du stress ou est-ce que c'est de l'angoisse, qui est une gradation dans l'émotion? Est-ce que j'ai de la haine, est-ce que je suis confus, je suis angoissé, je suis motivé? Être capable de, voilà, de prendre le temps et d'identifier ses émotions. Pour lui, c'est l'un des premiers piliers, qu'il appelle la conscience de soi ou le self-awareness en anglais. Le deuxième pilier, ça va être la maîtrise de soi. Ce qui est différent, c'est de dire, mais le prérequis, c'est d'avoir identifié ses émotions et ensuite comment je les maîtrise, comment je les manage, ces émotions. Ça, je l'illustre. Enfin, moi, personnellement, je sais que je suis quelqu'un de spontané et du coup aussi un petit peu impulsif. Et donc, typiquement, si je reçois un mail qui m'énerve, je vais avoir tendance à y répondre tout de suite. Je travaille beaucoup à titre personnel sur l'identification de mon émotion et la maîtrise. Et donc, on connaît souvent ce conseil aussi en entreprise de quand on reçoit un mail qu'on perçoit négativement, de ne pas y répondre tout de suite. Si on est capable de le faire, on est donc dans l'identification puis le management de ses émotions. Okay. Évidemment, le quotient émotionnel, ce n'est pas uniquement soi-même avec soi-même, mais c'est aussi les interactions avec les autres. Voilà. Euh, les deux piliers supplémentaires, ça va être l'empathie. Donc, on est toujours dans l'identification, mais là plus de ses propres émotions, mais des émotions des autres. Est-ce que je suis capable d'être suffisamment à l'écoute, ouvert, attentif pour identifier, dans l'identification, dans quel état d'esprit se trouve ma femme, mes enfants, mais demain, enfin, en entreprise, mon manager, mes collaborateurs, mes équipes, mon patron. Est-ce que je suis capable de décrypter leurs sentiments, leurs soucis, leurs besoins? Est-ce que je suis capable de le comprendre? Est-ce que je suis dans une situation qui me permet déjà de recevoir ces messages-là? Okay. Et donc ça, c'est ce qu'il appelle la notion d'empathie. Et enfin, à nouveau, une fois que je l'ai identifié, c'est comment je le manage. Est-ce que je suis capable de trouver la bonne réponse? Est-ce qu'à ce moment-là, il faut faire un trait d'humour ou pas? Est-ce que je dois répondre par de l'encouragement ou juste de l'écoute? Est-ce que je dois parler beaucoup, pas énormément? Voilà. Et donc, on sait qu'il y a des gens qui ont cette capacité à avoir la bonne réaction au bon moment et d'autres qui vont justement mettre, on va appeler les pieds dans le plat, et du coup, de justement placer la remarque qu'il ne fallait pas placer à ce moment-là. Et donc ça, c'est un mauvais management des émotions d'autrui. Alors, soit on les avait bien identifiées, mais on y a mal répondu, soit on n'avait même pas du tout identifié que la personne allait mal, d'où le fait que notre réponse n'est pas adaptée. L'ensemble de ces émotions constitue, selon Daniel Goleman, le quotient émotionnel. Alors, très bien, bon, je vous ai fait une rapide briefing de cette théorie, mais vous allez me dire très bien, mais où il veut en venir et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, un certain nombre d'études ont été menées pour voir dans quelle mesure le quotient émotionnel avait un impact sur la performance en entreprise. Et donc, je vous partagerai, si vous voulez, les slides, la vidéo une petite vidéo dans laquelle Daniel Goleman l'explique, est probablement mieux que moi. Néanmoins, du coup, là, je vais vous faire, pendant ce webinaire, une petite synthèse. Un premier test a été réalisé et l'idée, c'était de comparer des C-level, donc des personnes, enfin plutôt qui seraient, on va dire, des top managers, des top exécutifs, des ingénieurs, d'accord? Et l'idée, c'était de regarder parmi ces personnes, de leur faire passer deux types de tests. Un test autour du quotient émotionnel et un test autour du quotient intellectuel. Donc d'un côté, leur QI, leur capacité vraiment cognitive, et de l'autre, plutôt leur quotient émotionnel. Et ensuite, on a demandé à ces pairs de s'auto-évaluer en disant, selon vous, qui sont les plus performants? Okay. Et la réponse assez intéressante qui a été formulée, c'est que globalement, il n'y avait aucune corrélation entre le QI
et la performance des individus dans l'entreprise. En revanche, il y avait une corrélation extrêmement forte entre leur quotient émotionnel et leur performance. Autrement dit, euh, parmi les top exécutifs, les ingénieurs, voilà, les directeurs, enfin, voilà, tous ceux que vous avez retrouvés dans le haut de la pyramide d'une entreprise, le quotient intellectuel n'est pas un indicateur ou un élément qui prédit le succès de ces personnes dans leur poste. En revanche, le quotient émotionnel est un indicateur extrêmement fort qui est extrêmement corrélé au succès et à la performance. Et donc, c'est extrêmement intéressant en termes de recrutement. Et donc, la réponse qu'apporte Goldman, enfin, ou l'explication qu'il apporte, c'est la suivante, c'est que, en fait, globalement, de toute façon, pour arriver à ce type de poste, c'est-à-dire que demain, si vous voulez devenir ingénieur, de toute façon, le système, et notamment notre système d'études, fait que pour être gradué, pour être diplômé d'une grande école de commerce ou d'ingénieur, vous devez déjà, de toute façon, avoir un quotient intellectuel élevé. Donc lui, il donne le chiffre de 115, je ne suis pas un expert de l'évaluation des quotients intellectuels, mais il dit globalement, tous les ingénieurs ont un QI supérieur à 115. Donc, la question n'est plus la question du quotient intellectuel, parce qu'en fait, il y a un effet de seuil et un effet de plafond. Ils sont tous intelligents, globalement. Alors, certes, il y en a qui vont avoir des QI hyper élevés et d'autres un peu moins, mais globalement, de par les formations, tout le monde a un certain niveau. Et donc, en revanche, l'élément le plus discriminant, ça va être le quotient émotionnel, parce que là, on va retrouver des disparités très fortes. Et ceux qui sont le mieux notés par leur pairs, d'accord, les top managers, les top développeurs, les top ingénieurs, sont pas ceux qui ont le plus fort QI parce qu'en fait, entre avoir 115 et 135, ça ne fait pas une grande différence toujours. Ça va être ceux qui ont le quotient émotionnel le plus fort, qui, par exemple, ne vont pas rester dans leur bureau, mais venir se mêler aux autres équipes. Je parle pour un développeur et comprendre les problématiques des clients, les problématiques des équipes en interne. Et ça va avoir un impact beaucoup plus important que finalement uniquement leur capacité cognitive. Et donc, le quotient, enfin, sa conclusion, c'est que le quotient émotionnel est un indicateur extrêmement fort du succès. Évidemment, je ne voulais pas me baser que sur les réflexions de Goldman. Donc, j'ai cherché d'autres études et une étude hyper sérieuse a été publiée dans Forbes euh, qui donne les résultats suivants. Parmi des tests faits dans plus de 100 entreprises différentes, il s'avère que parmi les personnes identifiées comme les top performers dans une entreprise, 90% de ces gens-là avaient aussi, quand ils passaient des tests, des quotients émotionnels élevés. Donc, globalement, on peut le lire dans l'autre sens, quelqu'un qui a un quotient émotionnel faible, il n'a que 10% de faire partie des top performers. Il a que 10% de chances de faire partie des top performers dans une entreprise. Donc, on se rend compte que c'est quand même un critère de discrimination extrêmement important au niveau de la performance. De l'autre côté, parmi les low performers, d'accord, donc les gens plutôt qui sont en dessous des attentes en entreprise, seuls 20% d'entre eux avaient un quotient émotionnel très élevé. Donc, on se rend compte à quel point qu'on regarde parmi les très performants ou les personnes les moins performantes en entreprise, on se rend compte que le quotient émotionnel est un indicateur, a priori, quand même pas 100% du temps, mais assez fort, assez pertinent pour prédire le succès en entreprise. Et je trouvais que cette corrélation était extrêmement intéressante, surtout quand on connaît l'ère de digitalisation et le développement d'intelligence artificielle auquel on est en train de faire face aujourd'hui. Alors, ça, c'est bien. Bon, enfin, ok, on a avancé, mais moi, je me suis dit, what's next? Parce que la question, c'est comment on mesure le quotient émotionnel? Ça paraît quand même vraiment pas simple. Et c'est vrai qu'à ce stade, on rencontre un certain nombre de difficultés ou de barrières. J'ai envie de vous partager deux difficultés que j'ai pu rencontrer. La première, dans les tests, il y a ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Donc, on va faire passer un test à une personne donc, qui va regrouper, vous connaissez, il y a plusieurs entreprises et plusieurs types de tests qui existent, voilà, où on va demander à la personne de s'auto-évaluer. Ça a un intérêt, mais ça a quand même certaines limites. La limite, c'est que la personne répond, est-ce que la personne répond réellement ce qu'elle est ou l'image qu'elle a d'elle-même? Donc, quand on dit, est-ce que vous êtes plutôt ceci ou cela? Est-ce que finalement la personne voilà, est capable de s'auto-évaluer? C'est une vraie question et dans quelle mesure c'est biaisé? Un, le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes est-il juste? Le second, c'est en plus s'il est fait dans un cadre de recrutement, dans quelle mesure on répond ce qu'on pense que l'entreprise attend de nous ou est-ce qu'on répond voilà, la réalité? Donc ça, c'est la première limite. L'auto-évaluation, enfin,
Je pense que enfin, a priori, hein, après, nous, il y a des débats et j'imagine que ceux qui commercialisent des tests expliqueront que ça fonctionne très bien pour X ou Y raison. D'autres, voilà, il y a toujours des contradicteurs et des promoteurs. J'essaie de vous donner un petit peu la synthèse telle que moi je l'aperçois. Euh, je pense que ça donne des éléments, des réponses intéressantes. Maintenant, voilà, il y a tout de même certains biais. Après, il y a une autre, donc voilà, par exemple, typiquement le type de question. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes, d'accord ou pas d'accord? C'est vrai que personnellement, même si c'est le cas, si je suis un processus de recrutement, je ne suis pas sûr que je réponds pas d'accord. Enfin, ou d'accord, oui, enfin, que je réponds que j'ai des difficultés à me présenter à d'autres personnes. Voilà, évidemment. Euh, alors après, il y a une deuxième façon de faire, c'est l'évaluation par les pairs. Donc, l'idée, c'est justement de répondre un petit peu aux faiblesses du test personnel, d'auto-évaluation, en disant, bah, en fait, on pourrait demander aux gens avec qui j'ai travaillé actuellement ou dans le passé, d'accord, de m'évaluer. Le problème, c'est que sauf à être en capacité de le faire faire par 20 personnes avec qui j'ai travaillé, dans ce cas-là, ça serait probablement représentatif. Il y a aussi un risque de biais parce que si on fait faire le test justement par un manager qui est un peu aigri, parce que en fait, c'était mon ancien manager, j'ai été meilleur que lui et du coup, j'ai eu des très bonnes performances, donc j'ai été mis en lumière et moins lui, ou on a eu un conflit ou ceci, cela, même la vie de nos pairs est forcément nécessairement biaisée un petit peu. Voilà. Donc, la complexité, c'est comment on pourrait faire réaliser ces tests par un nombre suffisamment important de tests pour minimiser le risque de biais. Voilà. Donc, évidemment, c'est un risque. Voilà. Donc, effectivement, même la vie de collègue n'est pas parfait. Et donc, enfin, moi, la conclusion à laquelle je suis tout de même arrivé en analysant un petit peu, enfin, en creusant un petit peu sur tous ces sujets, c'est il y a quelque chose qui est génial et en même temps hyper complexe, c'est que globalement, on est tous extrêmement différents et que ce qui mène au succès dans un poste est extrêmement complexe. Et en fait, en creusant un peu, on se rend compte que globalement, le cerveau humain n'est pas fait pour gérer toute cette complexité. C'est-à-dire, euh, pour se faciliter la vie en tant qu'humain et pour gérer la quantité d'informations disponibles ou qu'on reçoit, on a tendance à catégoriser et mettre dans des cases pour que ça soit plus simple, plus abordable pour nous. Et du coup, bah, ça peut nous pousser, quand on fait du recrutement, à avoir des biais, à recruter sur des stéréotypes. Voilà, c'est assez vite, mais naturellement, on se fait une image. On a embauché un commercial qui avait une très bonne communication à l'oral et il est très performant. Donc, on se dit, tiens, oui, c'est un facteur de succès, alors qu'en fait, c'est quand même prouvé que globalement, on peut être un très bon commercial, même si on n'a pas des compétences de communication excellentes, parce qu'il y a d'autres compétences comme la ténacité pour relancer les clients dans la prospection qui vont être déterminants, l'organisation, la rigueur. Voilà. Et donc, de ça a émergé un petit peu une approche du recrutement que j'ai envie de vous partager, sur laquelle je travaille. Donc, c'est un peu une thèse que je suis en train de, voilà, que je vous partage, sur laquelle je suis en train de réfléchir. Euh, qui vient aussi de certains concepts qui émergent aux États-Unis, qui s'appelle le MMRA. Donc le MMRA, c'est une abréviation pour Multi-Factor and Multi-Person Recruitment Approach. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans un processus de recrutement, si on voulait vraiment maximiser ses chances de bien recruter et que ce processus soit duplicable, parce que je ne vous parle pas d'un recrutement vous avec une personne, mais c'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, comment on pourrait créer une sorte de méthodologie qui soit applicable et duplicable à un très grand nombre de collaborateurs qui vont être amenés à recruter un très grand nombre de nouvelles personnes dans les entreprises. Voilà, comment créer un process qui soit un peu scalable et duplicable. Et donc, c'est l'objectif et l'ambition de ce MMRA. L'idée, c'est que dans un process, on ait 2, 3, 4 approches différentes d'évaluation des compétences des candidats pour être sûr d'être à 360 degrés. C'est-à-dire que finalement, tous les outils qu'on connaît ont tous des faiblesses. L'analyse du CV, on sait très bien que ça comporte certaines limites que je peux vous citer. La présentation du CV influe sur le lecteur. On sait que, alors les chiffres varient, mais 20, 30, 40, 50% des CV sont faux ou sont un petit peu revus par les candidats.
On sait, il existe par exemple, et nous on commercialise des solutions vidéo. On sait que ça fonctionne très bien sur certains postes, mais pas sur d'autres. On sait qu'il y a aussi des gens qui vont pas être à l'aise en vidéo et que du coup, ça peut donner une image biaisée ou qui vont mal gérer ce format-là. On a les tests de personnalité, comme on a dit avant, mais qui ont certaines limites. On a les assessment centers, très bien, mais en fait, il y a des gens qui, du coup, vont être bons en groupe ou moins bons. Et du coup, globalement, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que aucun outil ne permet à lui seul d'assurer un recrutement qui soit réellement objectif. En revanche, en ayant une combinaison d'outils, donc tout le multifacteur, l'idée, c'est d'avoir en main toutes les possibilités pour que, quel que soit le candidat, son origine, sa personnalité, on soit en capacité de faire ressortir ses points de force, mais également ses points de faiblesse. Et le problème, c'est que si on n'a pas suffisamment d'outils qui permettent une vision 360, on va soit identifier uniquement ses points de force et donc on va penser qu'il est très adéquat pour le poste, alors que peut-être on aura raté des points de faiblesse, ou vice-versa. Si on se concentre que sur un outil et que malheureusement cet outil n'est pas le bon pour lui et met uniquement en lumière ses points faibles, on va penser que le candidat n'est pas le bon pour le poste, alors que c'est peut-être pas la bonne analyse. Et donc aujourd'hui, seule une approche multifactorielle permet réellement, d'un point de vue statistique, mathématique, de baisser d'avoir une probabilité forte d'avoir vraiment identifié l'ensemble du contour à 360 degrés de la personnalité d'un candidat. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, on dit multi-person recruitment approach, puisqu'il y a un élément important, c'est que tout le monde a nécessairement des biais. C'est-à-dire que de par le quartier où vous avez grandi, de par votre famille, votre contexte professionnel, le quartier où vous avez grandi, les écoles que vous avez fréquentées, les postes et les entreprises dans lesquelles vous avez évolué, vous avez des biais. Un biais, ce n'est pas forcément négatif, mais vous avez des biais. Et donc, on sait, c'est prouvé qu'à partir du moment où au moins 2 personnes interviennent dans un processus de recrutement, ça diminue très significativement le risque de biais. D'accord? Mais vraiment très significativement, drastiquement. Alors, il y en a qui prônent même 3 personnes, mais idéalement, je pense qu'avoir au moins 2 facteurs et au moins 2 personnes, voilà, des éléments qui vont permettre de construire un recrutement beaucoup plus fiable sur le long terme. Et donc, et c'est aussi ce pourquoi je souhaiterais que chez Clever Connect, et c'est la voie qu'on prend, on soit en capacité de devenir plutôt ce que j'appelle une talent acquisition platform, mais du coup qui propose un nombre différent de solutions parce que je pense, et d'outils, parce que l'idée, c'est que je pense que c'est la combinaison des outils et des approches qui permet, en fonction des postes et des personnes et de leur bon enchaînement, qui permet d'avoir une bonne méthodologie de recrutement qui soit duplicable, scalable à grande échelle. Voilà. Et donc, je vous ai mis des exemples, mais c'est comment on fait du matching de CV. Ça fonctionne très bien, mais ça a aussi des limites, il faut le dire clairement. On utilise la vidéo, comme je l'ai dit précédemment, ça va donner une autre vision, un autre aspect du candidat, mais ça ne se suffit pas pour moi à lui-même ou à elle-même, la vidéo. Il y a des entreprises qui font des tests. Bon, je passe vite parce qu'on dirait que je fais une pub, mais voilà, on a plusieurs partenaires. On a de l'approche avec des jeux, du gaming, qui va permettre aussi d'identifier d'autres compétences, d'autres particularités chez les candidats qui postulent. Il y en a qui font des tests MOOC. Enfin, je veux dire, je suis pas en train. Bon, après, on peut débattre de quel outil est plus ou moins performant pour quel poste ou comment ça s'enchaîne, mais dans la logique, la thèse sur laquelle j'écris et qu'on est en train aussi de défendre chez Clever Connect, c'est multiplier les outils et les personnes. Normalement, doit permettre d'avoir un recrutement plus efficace. Maintenant, c'est extrêmement complexe et du coup, c'est là où on peut échanger ensemble. C'est que on fait face à un paradigme qui est qu'on a besoin de l'intervention de plus de personnes et de plus d'outils pour être efficace. Sauf que les attentes des candidats, c'est des recrutements plus simples, plus courts, intuitifs, agréables. Et de côté recruteur, on a besoin quand même d'un peu de productivité aussi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas tous être à 30 sur chaque recrutement. Et donc, tout l'enjeu des technologies et nous aussi, on doit essayer de vous accompagner, c'est comment on arrive à avoir un processus qui soit efficace, parce qu'on veut quand même recruter des bonnes personnes, mais efficace pour les recruteurs et pour les candidats. Et je pense que c'est la complexité à laquelle on fait face. Voilà. Enfin, à laquelle nous faisons face collectivement, vous dans vos recrutements et nous dans l'accompagnement de nos clients. Comment on arrive à répondre à ce paradigme de garder de la qualité tout en faisant aussi rapide et efficace, c'est très complexe. Voilà.
Donc ça, c'était, voilà, vous aviez les différents outils et à plusieurs pour effectivement diminuer les biais cognitifs. Et donc ma question, et ce que voilà, l'idée de partager avec vous, c'est comment vous évaluez, enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette importance des soft skills et comment vous les évaluez dans votre processus de recrutement? Quelle est la méthodologie que vous avez pu mettre en place? Est-ce que vous en êtes très content? Et qu'est-ce que vous pensez peut-être aussi de ce MMRA? Voilà. Savoir si je continue d'écrire ma thèse ou si je m'arrête tout de suite. Non, voilà. Mais blague à part. Voilà, voilà. Du coup, je quitte un peu la présentation qui aura duré 30 minutes. Comme ça, on a 15 minutes d'échange et ça fait 45 et on respecte les timings, qui est un engagement qu'on essaie voilà, de garder tous ensemble. Alors, hop, arrêtez le partage d'écran. Ah, j'avais une petite faute. Pauline qui dit: «Je ne connaissais pas le MMRA et j'apprécie fortement». Bah, Pauline, c'est normal que, bon, on va se tutoyer, que tu ne connaisses pas puisque, j'ai fait effectivement, je lis un petit peu des tests et des thèses et des écrits qui viennent des États-Unis, mais le mot MMRA, je l'ai créé et du coup, voilà, évidemment, c'était pas connu, du coup. Mais j'espère que ça le sera un jour, mais je voudrais continuer d'abord d'avoir aussi, un certain nombre continuer des études, des tests, voilà, pour pouvoir avoir je veux dire, des preuves presque scientifiques de ce que j'avance. Pélagique est d'accord, ouais, c'est mieux si on a plusieurs façons de le réaliser. Mais c'est vrai que après il y a la théorie, c'est-à-dire comment on recrute bien. Mais ce que je disais aussi, je suis d'accord, de la complexité de le mettre en œuvre, hein. C'est complexe, quoi. Comment on a un bon enchaînement de différents outils qui fait qu'on a une vision 360 du candidat, qu'on est plusieurs peut-être à pouvoir quand même collaborer. Tout ça dans un minimum de temps parce que nous, on avait mené des études. Si je dis pas d'erreur, l'équipe market est là, mais je pense que les candidats, ils estiment qu'au bout d'un mois, la durée de processus de recrutement est trop longue. Donc, il faut être en capacité de faire ça en moins d'un mois. Donc, comment on fait pour qu'il y ait un séquençage et un enchaînement qui soit qualitatif? Évidemment, et ça, c'est un challenge, quoi. Voilà. Et du coup, je vois qu'il y a Damien qui me dit: «Quelles sont vos sources d'informations concernant le MMRA?» Bah, du coup, ce que je disais, c'est que le concept de MMRA, c'est moi qui l'ai créé, mais du coup, enfin, qui est du coup mon sujet de thèse. Mais bah, par exemple, les limites par exemple, je vous ai parlé des tests de personnalité. J'ai fait du coup un certain nombre je lis des livres, notamment d'ailleurs, j'étais en train d'en commander là, justement, de, de professionnels. Enfin, ça peut être en fait, il y a des approches de psychologues, psychologues du travail, d'éditeurs RH, voilà, dans l'écosystème RH pour essayer du coup, comprendre les limites des différents outils. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est que ça touche parfois autant à la psychologie que, en fait, au RH, voire même aux outils. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, en ce moment, bon, je fais un peu de pub du coup, mais je suis en train de lire un livre des fondateurs de Smart Recruiter sur Hiring Success, donc comment recruter, un très bon livre, très intéressant. Voilà. Caroline qui dit quel est le lien avec l'intelligence artificielle? Du coup, le lien avec l'intelligence artificielle, c'était juste en introduction de dire que je pense que l'intelligence artificielle, en libérant certaines tâches pour les RH et n'étant pas capable d'intervenir sur le champ de l'émotion, va rendre les soft skills et l'analyse du quotient émotionnel extrêmement importante. Voilà. Et qu'avec l'intelligence artificielle, et même la digitalisation, la durée de vie des compétences étant très courte, on imagine que demain, le recrutement se fera plus sur des soft skills que sur des hard skills. Alors, Franck qui dit: «Nous utilisons les socio-styles appelés couramment arc-en-ciel. C'est pertinent pour beaucoup de sujets, notamment pour le recrutement.» Mmh.
Bah, je sais, dans l'étude de Goldman qui a fait, il ne dit pas quel outil il a utilisé pour justement. Enfin, si, dans son étude, il a utilisé l'analyse par les pairs. Donc, il dit, voilà, c'était un groupe dans une entreprise et du coup, chacun. Non, mais vous avez raison. Enfin, excusez-moi, je reprends pour être clair. Goldman a demandé du coup dans une entreprise où il y avait des top performers de définir chacun qui étaient selon eux les personnes les plus performantes dans l'entreprise. D'accord. Donc ça, c'était l'avis des pairs. Maintenant, il ne mentionne pas, et ça c'est un élément intéressant, comment ensuite il a mesuré le quotient émotionnel de chacun. Ouais, je vais vous passer la bibliographie, mais je suis encore en train de travailler sur ma thèse du MMRA et du coup, parce que, enfin, de toute façon, on garde tous les participants au webinar et j'ai bien l'ambition voilà, de vous partager l'ensemble des contenus quand tout sera, enfin, quand je serai satisfait voilà, de la construction et qu'elle sera tout à fait finale. Que pensez-vous de l'impact du robot Vera utilisé dans des groupes sur le métier de recrutement? Mais Pauline, sur le robot Vera, il me semble que Vera a été arrêté justement parce que Vera avait trop de billets. Donc là, on passe dans un autre sujet qui est qu'en fait, les algorithmes ont aussi des biais. En fait, c'est-à-dire que vous entraînez vos robots avec des données. Le problème, c'est que si les données que vous utilisez sont des données de recrutement qui ont été faites par des humains et que dans le passé, ces humains ont discriminé de façon significative ou même ont eu des biais, en fait, votre robot a les mêmes biais. Voilà. Et donc, c'est un autre webinaire qu'on a pu faire dans le passé et qui est aussi très intéressant, c'est la notion de discrimination via les algorithmes en disant que c'est parce que vous utilisez un algorithme que vous serez 100% objectif, c'est faux. Voilà. Et donc, les algorithmes proposent un certain nombre de solutions qui sont intéressantes, mais peuvent aussi avoir des risques. Voilà. Et du coup, je vais vous donner une illustration. Nous, on a un algorithme qui s'appelle HR Match qui permet automatiquement de scorer le CV d'un candidat, sa candidature par rapport à une offre. Et du coup, par exemple, nous, on va dire, on va regarder prérequis Bac plus 5, on va identifier si le candidat a un diplôme Bac plus 5 et donc ça correspond pas. Et beaucoup de recruteurs nous ont dit, mais vous ne prenez pas en compte les soft skills dans votre analyse. Et on a dit oui. Enfin, nous, on ne les prend pas en compte parce que il y a vite des biais dans les soft skills qui sont pas faciles enfin voilà, sur lesquels il y a un certain nombre de risques. Est-ce que, si par exemple vous avez mentionné que vous faites de l'escalade, voilà, est-ce que du coup je dois en déduire que vous êtes quelqu'un qui avait une tendance à prendre des risques? Voilà, donc en fait, c'est pas facile de lier et de faire des rapprochements et du matching avec des soft skills et ça mène quand même un petit peu à de l'interprétation et enfin, voilà, à certains biais, risques de discrimination. Donc, plutôt que faire mal, on préfère ne pas faire. Voilà, voilà. Et donc, je vous partagerai du coup le compte, enfin, je partagerai à ceux qui l'ont souhaité le contenu et je continue de travailler sur ce sujet de thèse. C'est long, enfin voilà, il faut voilà, lire pas mal de bouquins et essayer aussi de confronter par des propres tests nous-mêmes, enfin sur des propres échantillons. Et donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ce sujet avance et j'espère que vous en réentendrez parler. Voilà, ça voudrait dire qu'on a fait ce qu'on a fait. On attend la suite de la réflexion, c'est exactement ça. Voilà. D'ailleurs, effectivement, enfin, voilà, j'ai pas fini, donc parfois vous avez peut-être pu le sentir sur certains éléments. Je peux pas encore aller jusqu'au bout de la démarche parce que je suis pas encore certain, voilà, de tout. Il y a des sources que je dois valider, des tests qu'on doit encore faire, mais voilà. Pauline, Pauline, tu es en train de rédiger un mémoire sur l'impact de l'IA sur le métier de recrutement. Ouais, je suis OK pour une interview, avec plaisir. OK, et ben voilà, merci. Ah, il y a un spectateur anonyme qui pose une question qui est utiliser l'IA au service du MMRA, ne serait-ce que pour mixer selon les profils et les outils adéquats.
Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, on peut faire. C'est ça la complexité, c'est qu'on commence à pouvoir faire énormément de choses, mais la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce que c'est efficace? Et donc, on en vient à un autre point du coup de difficulté que je rencontre dans ma thèse, c'est comment on juge si notre recrutement est efficace et il est bon. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités qui existent, de disciplines où on est capable de dire, on met en œuvre quelque chose, et à la fin, on voit si ça marche ou ça marche pas, mais on le sait. Ok. Ce qui est compliqué, c'est juste là déjà, comment on définit la mesure du succès d'un bon recrutement. Est-ce que ça se mesure au bout de 6 mois, un mois, 6 mois, un an, 2 ans, 5 ans? Est-ce que c'est le fait que la personne reste en entreprise, mais on sait que parfois les bons partent et les mauvais restent? Est-ce que c'est le fait que la personne ait une promotion? Oui, mais on sait que dans certaines entreprises, il a été prouvé qu'il y avait une discrimination vis-à-vis des femmes et que donc elles étaient bloquées. Donc en gros, globalement, est-ce que c'est le bon critère? Peut-être pas. Est-ce que c'est, enfin, le changement de poste, mais il y a aussi des gens très bons qui n'ont pas envie de changer de poste. Enfin, et donc, ce qui est très, très compliqué, c'est que on peut faire plein de choses, mais comment on s'assure qu'elles mènent réellement à du succès dans le recrutement? Et du coup, ça nous pousse à savoir, à être en capacité de définir ce que c'est le succès dans le recrutement. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, les deux sujets sont très liés. Voilà. D'ailleurs, du coup, je travaille sur les deux en parallèle. Et j'aurai d'autres éléments à vous communiquer sur ça et ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire. Voilà. Mais comment on arrive à mesurer le succès dans le recrutement? Et c'est passionnant. Voilà. Et je vous tease un peu pour le prochain pour qu'il y ait encore pour qu'il y ait du monde, voire plus de monde. OK? Euh, donc, bah, enfin oui, tous ceux qui veulent, qui font des thèses ou qui ont envie de discuter avec moi, évidemment, avec grand plaisir. Voilà. Donc, bah voilà, comme toujours, on a pu aborder des sujets et on a vu que ça menait parfois encore à plus de questions, ce qui est un peu génial, passionnant et horrible, c'est qu'en fait, au plus on creuse, au plus on se rend compte que c'est encore plus compliqué que ce qu'on pensait. Voilà. Mais ça permet, je pense, au moins de s'ouvrir l'esprit chacun. Et voilà. Mais du coup, on reparlera du MMRA ensemble. Et le jour où je verrai, je pourrais sortir un livre sur le MMRA, je compte sur vous. Bon, allez, salut tout le monde. Je vous souhaite une très bonne après-midi. J'ai passé un bon moment avec vous. Et bah, au plaisir de se retrouver lors d'un prochain webinar.